Donc, sans trop tarder, je passe la parole au professeur Boukari pour nous présenter l'actualité sur le Covid, les particularités pédiatriques. Et juste après cette présentation, il va être suivi par le débat. Vous avez 20 minutes, professeur Boukari. Donc, on va essayer de voir un petit peu où en est-on des connaissances sur le Covid de l'enfant, parce que beaucoup de choses ont été dites. Je vais simplement rappeler malheureusement les données qu'on a tous les jours, qu'on égrène tous les jours, les dernières données au 28, donc en retard de 2 jours, parce qu'on n'arrive plus à suivre de toute façon. Mais regardez que cette pandémie mondiale est véritablement quand même effroyable, puisqu'on est à plus de 62 millions de sujets infectés et de 1 455 000 décès, ce qui est vraiment important. En Algérie, on a dépassé les 80 000 infectés et les décès sont au nombre de presque 2500. Donc c'est véritablement une pandémie qui est très très importante. Voilà les dernières données chiffrées en Algérie. Alors première vague, deuxième vague, troisième vague, en tous les cas, on voit bien qu'on est dans une phase là où on est dans une phase de circulation active du virus en Algérie, et que le nombre de décès également a augmenté à peu près depuis, on va dire, la mi-octobre. On a cette ascension et voilà, on ne peut pas vraiment dire qu'on est sur un plateau, mais bon, en tous les cas, on est en plein dans la circulation active du virus dans un grand nombre de wilayas. Alors, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? D'abord, on va essayer de savoir quel est l'impact de l'infection au Covid chez l'enfant. Est-ce que c'est, comme on dit, quelque chose qui vraiment n'est pas important? Quelles sont les manifestations cliniques typiques, atypiques? Est-ce que c'est spécifique, non spécifique? Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir expliquer pourquoi les enfants semblent, je dis bien semblent, protégés par rapport au sujet adulte? Est-ce que certains peuvent faire des formes graves? On mettra dans la discussion le diagnostic, les outils diagnostiques dont on dispose aujourd'hui. Et ensuite, on parlera un petit peu de ce qui se passe actuellement, Covid et école, puisqu'on a réouvert les écoles. Alors, oui, en effet, si on regarde les différentes statistiques mondiales en ce qui concerne l'impact de la Covid chez l'enfant, on s'aperçoit que ce soit en Chine, en Italie, aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde, on voit que la part de l'enfant dans l'ensemble des cas infectés est de l'ordre de 1 à 2, voire au maximum 5%, comme c'est rapporté aux États-Unis. On voit bien que la proportion est, selon l'âge, moins de 10 ans, plus de 10 ans, mais que cette proportion, elle tourne entre 1 et 5%. Alors, l'expression que l'on observe, l'expression de la maladie que l'on observe, voilà, parce que là, ça ne marchait pas, et d'un coup, voilà. Alors, l'expression que l'on observe, on le voit, c'est différent entre l'adulte et l'enfant. Chez l'adulte, on a différents stades, mais les stades asymptomatiques et paucisymptomatiques représentent à eux deux au maximum, on va dire 40%, et puis ensuite on a les stades de maladies sévères qui nécessitent une hospitalisation, de cas critiques et voire même de décès. Chez l'enfant, si on regarde par comparaison, on voit bien que franchement, dans, on va dire, plus de 80% ou 70%, on est soit dans une forme asymptomatique, soit dans une forme paucisymptomatique, et que les autres manifestations, c'est-à-dire celles qui sont les formes qui sont ici symptomatiques, traitées en ambulatoire, donc qui n'ont pas de signe de gravité, sont relativement peu importants. Les formes sévères qui vont nécessiter une hospitalisation sont encore plus rares, et franchement les cas critiques sont vraiment très très faibles. Donc on a une part très importante des enfants qui sont soit asymptomatiques, soit paucisymptomatiques, et ces enfants-là ne sont pas identifiés, donc ils ne sont pas comptés, donc on ne les évalue pas, et c'est pour ça qu'en termes de chiffres, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ces formes asymptomatiques, ce n'est pas parce qu'elles sont asymptomatiques qu'elles ne sont pas dans la chaîne de propagation. Elles sont dans la chaîne de propagation. Alors ces données qui consistent à dire que le Covid de l'enfant, c'est relativement rare,
et c'est relativement bénin, ça a été confirmé par une étude de cohorte qui a été faite aux États-Unis, qui vient d'être publiée là en octobre 2020. Et cette cohorte de 135 794 patients a montré que les taux d'infection par le SARS-CoV-2 étaient très faibles, que les manifestations cliniques étaient bénignes, qu'on a un peu plus de risques vers les ethnies noires, hispaniques ou asiatiques que les populations blanches. Et on a montré dans cette étude aux États-Unis que la maladie de Kawasaki n'était pas un indicateur, disons, précis ou efficace du syndrome inflammatoire multisystémique décrit chez l'enfant. Donc voilà cette étude. Sur 135 000 enfants qui ont été testés, tous ont été testés, avec un âge moyen de 8 ans, on a trouvé 4% d'enfants qui étaient infectés. Et sur ces 4% d'enfants qui étaient infectés, sur ces 5300 enfants infectés, on n'a eu que 359 enfants hospitalisés. Donc on voit bien que c'est vraiment une toute petite portion. Et si on va plus loin parmi les hospitalisés, ceux qui ont nécessité un recours aux soins intensifs, eh bien c'est moins de 100 patients et une ventilation mécanique également très faible, avec une mortalité au final qui est de l'ordre de 0,2%. Donc oui, cette étude récente de 2020 est venue confirmer ce qui avait été dit par les autres. C'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup moins sévère et c'est une mortalité quasi inexistante. Alors, comment penser au Covid chez l'enfant? Est-ce qu'il y a une symptomatologie clinique qui devrait nous faire penser plus à un Covid que non? Il n'y a absolument aucune spécificité des symptômes. C'est des symptômes respiratoires, de la fièvre, d'intensité variable. Ça commence comme une infection des voies aériennes supérieures, une rhinite, une toux, une tachypnée, et puis ensuite les choses peuvent s'aggraver ou rester en l'état. Donc en période hivernale comme celle qu'on est en train de traverser, c'est véritablement d'une banalité tout à fait importante. Alors à côté de ces signes peuvent s'associer des signes généraux plus importants, des frissons, des courbatures, des céphalées, la grande fatigue qui semble être le symptôme qui se dégage d'une façon très importante, et puis des signes dits de gravité comme des marbrures par exemple, comme une mauvaise hémodynamique périphérique ou d'autres signes de gravité qui vont attirer l'attention de façon plus importante. Les signes digestifs sont aussi pas négligeables du tout chez l'enfant, mais là aussi, ça ne change pas des manifestations dites la gastro de l'enfant. Donc c'est vraiment difficile de se faire une opinion. Et il faut partir du principe que nous sommes en période de grande circulation du virus et que donc ces symptômes, jusqu'à preuve du contraire, doivent faire considérer le diagnostic de Covid, puisque c'est quand même des symptômes qui sont habituels dans cette maladie. On peut avoir d'autres manifestations plus rares, des éruptions cutanées, conjonctivite, et puis les symptômes qui sont habituellement décrits chez l'adulte, comme l'anosmie, la gueusie, il ne faut pas y compter chez l'enfant de moins de 10 ans, ce n'est pas un symptôme qui est décrit, et ce n'est pas non plus les tableaux vraiment typiques avec les images scanographiques comme on les décrit chez l'adulte que l'on retrouve chez l'enfant. Alors ce qu'on peut voir de toutes les études qui ont été réalisées, c'est qu'on voit que l'âge moyen, c'est 6 ans. On voit que la population cible la plus... Excusez-moi. Je vais prendre un petit peu d'eau. C'est normal. Bien sûr. C'est en train d'arrêter. Voilà, donc ce qu'on voit dans cette diapositive, c'est que d'abord la fièvre, ce n'est pas un symptôme constant, 40%. Ensuite que la population fragile, c'est vraiment le petit nourrisson de moins de 1 an. C'est dans cette tranche d'âge qu'on a les symptômes les plus sévères. La diarrhée, ben, c'est quand même 10% à peu près des symptômes. Les signes digestifs comme les vomissements. Les manifestations de sévérité et de gravité comme l'hypoxémie et la saturation basse, c'est vraiment très très rare. Là encore, on voit que les anomalies scanographiques, c'est surtout des manifestations à type de pneumonie unilatérale qu'on peut voir, ou quelquefois des opacités bilatérales que l'on observe chez ces patients.
Alors, dans cette étude qui a été effectuée en Chine sur plus de 2000 enfants, on voit que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la répartition des symptômes légers ou des symptômes modérés. Les symptômes sévères sont très très rares chez l'enfant. Et ces symptômes sévères, d'ailleurs, vont se retrouver davantage chez l'enfant de moins de 1 an que ensuite plus tard. On retrouve exactement la même chose ici. Enfoncés, ce sont les enfants qui vont nécessiter un traitement ambulatoire, donc vous voyez, c'est la majorité des enfants. Et puis ensuite, en bleu plus clair ici, ce sont les enfants hospitalisés. Et en bleu très très clair, ce sont vraiment ceux qui vont nécessiter le recours à des soins intensifs. Donc on voit très bien cette répartition que toutes les études ont retrouvée. Alors à côté de ces manifestations cliniques, on va dire plus ou moins attendues de la Covid, il y a, en fait, tout peut se voir. Toutes les manifestations cliniques peuvent se voir. À partir du moment où on a affaire à des symptômes qui sont sévères, qu'on ne comprend pas, qu'on ne classe pas dans un diagnostic précis en pédiatrie, on doit envisager le diagnostic de Covid dans une période où on a une circulation importante. Ça peut être des manifestations neurologiques, ça peut être des manifestations cardiovasculaires, ça peut être des atteintes néphrologiques, ça peut être des manifestations prothrombotiques. On a pratiquement, on peut tout voir. Et en pédiatrie, on a vu des enfants qui étaient venus avec des thromboses cérébrales, on a vu des enfants qui étaient venus avec des glomérulonéphrites, on a vu des enfants qui étaient venus avec des tableaux de myocardite, et on a vu des enfants qui étaient venus avec des tableaux de vascularite très sévères. Donc tout peut se voir à partir du moment où c'est sévère et ça ne correspond pas à un diagnostic habituel qu'on fait, il faut penser Covid. Alors, la complication qui a défrayé la chronique, c'est la maladie de Kawasaki-like, qui est une maladie inflammatoire post-infectieuse. L'alerte, elle est partie pratiquement en même temps, simultanément de France, de Grande-Bretagne, où on a commencé à décrire des jeunes enfants qui faisaient un tableau qui ressemblait à un Kawasaki. Kawasaki, c'est une maladie multisystémique inflammatoire. Et puis, très rapidement, cette description a été rapportée un petit peu partout. Les signes d'alerte, c'était souvent une fièvre très importante, avec un refus de s'alimenter. Des signes digestifs souvent au premier plan, ce qui n'est pas habituel dans la maladie de Kawasaki. Des manifestations cutanées, des signes neurologiques. Alors, cette maladie a été très rapidement comparée à la maladie de Kawasaki, puisqu'il y avait une grande similitude en ce qui concerne les symptômes. Regardez les symptômes de la maladie de Kawasaki, à savoir la fièvre prolongée, la conjonctivite, l'énanthème, l'érythème d'aspect varié, l'œdème et la rougeur des extrémités des mains et des pieds, et tout ceci survenant de façon un peu épidémique au moment du printemps, avec comme risque majeur cette complication cardiaque d'anévrisme coronarien. Donc cette maladie, elle a été comparée à la maladie de Kawasaki, et on le voit, elle retrouve pratiquement, dans la définition qui a été adoptée, dans les critères de définition, on va retrouver presque tous les symptômes, avec des différences que l'on va voir, puisqu'il y a des séries maintenant qui sont très larges, qui ont été évaluées. Voilà, sur le plan de ce schéma, on peut voir que toutes les manifestations neurologiques, conjonctivales, les manifestations respiratoires, les signes digestifs et les complications particulières, en particulier les complications cardiaques qui peuvent s'observer. Alors, il y a eu cette étude qui a regroupé donc un grand nombre, une cohorte, des cas de Covid rapportés, des cas de Kawasaki rapportés au Covid, et ils ont été comparés à la cohorte des Kawasaki habituels. Et regardez, la première chose qui vient, la différence, c'est l'âge. Le Kawasaki, classiquement, c'est le jeune nourrisson. Alors que dans cette manifestation, Kawasaki-like, c'est un enfant plus grand, 5 ans et au-delà. Ensuite, sur les symptômes, il n'y a pas vraiment de différence sur les symptômes cutanés ou les symptômes périphériques que l'on observe. Par contre, si on regarde la biologie, on voit que par rapport à Kawasaki, les marqueurs biologiques inflammatoires sont bien plus importants. La lymphopénie, la thrombopénie, l'hyponatrémie, mais aussi l'inflammation, le marqueur inflammatoire. Et enfin, ce qui réellement fait la différence par rapport à la cohorte de Kawasaki, c'est que les complications cardiovasculaires, myocardite,
surtout myocardite, en dehors des dilatations coronaires, des anévrismes des coronaires. Les myocardites et les péricardites sont davantage décrites dans la Kawasaki-like que dans la maladie de Kawasaki. Et puis, fort heureusement, ce tableau clinique qui peut être très impressionnant en termes de sévérité de l'atteinte va bien répondre à la thérapeutique. Et la thérapeutique, ça va être comme dans la maladie de Kawasaki, des perfusions de vénoglobuline, d'immunoglobuline en intraveineux, à forte dose à 2 grammes par kilo, avec un pourcentage bien plus intéressant de succès que ce qui est observé dans la maladie de Kawasaki. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans toutes les séries qui ont été décrites, la mortalité, malgré la sévérité, est relativement rare. Le problème, c'est comment rattacher ce syndrome, cette maladie multisystémique inflammatoire à une maladie, au Covid. Alors on cherche la preuve de l'infection à coronavirus. Eh bien, la preuve de cette infection à coronavirus n'est pas toujours facile à obtenir parce qu'on est dans la phase inflammatoire de la maladie, donc dans la phase post-infectieuse, bien au-delà des 10-15 jours d'évolution. Quelquefois même, ça peut être bien plus tard. Et on va, pour faire la preuve des choses, se baser éventuellement sur une sérologie qui va se positiver. On peut se baser également sur la notion d'un contact qui est bien établi, à la preuve qu'il y a un Covid dans l'entourage de l'enfant. Et donc cette maladie, elle est marquée essentiellement par un syndrome inflammatoire, comme ce qu'on a décrit dans le Covid, dans sa phase inflammatoire, avec une réaction tout à fait majorée et inadaptée qui est observée dans cette maladie. Alors, comme on l'a dit, d'autres maladies, d'autres symptômes sont possibles. On va passer en revue quelques petites questions pour dire finalement, en dehors de cette entité bien particulière, qui est les manifestations inflammatoires multiviscérales et multisystémiques du Covid, pourquoi est-ce que les enfants font des symptômes légers? Bon, alors la question elle a été largement débattue. Ça, c'est un article qui vient de paraître, que m'a envoyé M. Hamlaoui hier. M. Hamlaoui est toujours à propos. Il nous envoie toujours au bon moment les références bibliographiques. Donc, je ne me suis pas privée de prendre cette référence bibliographique pour expliquer pourquoi la maladie est moins fréquente chez l'enfant. Et elle est là, traduite ici. Voilà, donc cette explication, on va la reprendre sur ce schéma-là. Donc c'est parce que d'abord il y a une immaturité des récepteurs de l'ACE2 chez les enfants. Donc le virus il va avoir des difficultés à pénétrer dans la cellule. Ensuite, il va y avoir une facilitation, une réaction immunitaire plus appropriée et plus adaptée chez l'enfant parce qu'il y a déjà un entraînement immunitaire. L'enfant, vous le savez, dans le jeune âge, il est sollicité par de multiples infections virales et donc il y a une réactivité de la réponse innée adaptative qui se fait plus rapidement et donc c'est une réaction qui est plus immunitaire, qui est plus organisée. Elle n'est pas amplifiée comme ce qu'on peut voir chez l'adulte. Et puis enfin, il y a d'autres explications. Ça peut être lié au fait qu'il est moins exposé. Ça peut être lié au fait qu'il peut y avoir une certaine immunité croisée avec d'autres virus. Bref, de multiples explications ont été données pour expliquer ces maladies. Et puis il y a moins de comorbidité puisque les enfants ont un poumon qui est relativement sain par rapport à des adultes ici qui sont présents ici. Alors, donc ça, c'est l'explication de éventuellement l'absence de sévérité de la maladie. Est-ce que c'est l'enfant qui joue un rôle important dans la propagation? On s'est posé beaucoup cette question et il y a eu énormément de références bibliographiques qui ont été publiées et presque toutes ces références bibliographiques vont dire que l'enfant il s'infecte moins que l'adulte, mais que lorsqu'il s'infecte, la charge virale, elle est identique à ce qu'on peut observer chez l'adulte. L'infection, elle est liée à l'âge. Plus l'enfant est jeune, moins de 10 ans, moins l'infection sera importante. Au-delà de l'âge de 10 ans, et plus particulièrement vers l'adolescence, il rejoint exactement le schéma de l'adulte.
Ça, c'est des notions qui sont importantes parce qu'elles vont avoir une implication et elles vont avoir un effet direct sur les décisions qui doivent être prises au niveau, par exemple, du risque de contamination par un enfant. Donc la charge virale, elle est la même s'ils sont infectés, mais ils ont une tendance à moins s'infecter. Alors, être infecté, ça ne veut pas dire être responsable de la propagation. Ça ne veut pas dire être responsable de la transmission. On sait par exemple que lorsque un enfant est asymptomatique, le risque qu'il transmette est moins important. Et on dit classiquement que la transmission d'un enfant à un enfant, elle est faible, d'un enfant à un adulte, elle est faible, et que généralement, l'enfant il est infecté par l'adulte. Mais là, vous le savez, en matière de Covid, on dit une chose et puis on rajoute toujours derrière que ceci, c'est les notions qu'on a actuellement, qu'il est possible que les choses changent. Toutes ces données, elles sont arrivées quand on a testé les enfants, on était en plein confinement, donc le brassage ne s'est pas fait et qu'il est possible que ces informations soient démenties. Mais pour l'instant, on peut considérer que, en tout cas, l'enfant n'est pas le super contaminateur que l'on pensait être. Généralement, il s'infecte plutôt par un adulte plutôt que l'inverse. Et voilà les différentes études qui ont été faites un peu partout, en fonction des tranches d'âge. Vous voyez ici, la proportion d'enfants infectés, elle augmente avec l'âge, quels que soient les pays. Et puis, comme on l'a dit, quand la PCR est positive, eh bien, la charge virale, elle n'est pas différente de celle de l'adulte. Alors, est-ce que le fait de s'être infecté, d'avoir fait les symptômes, ça protège contre la suite des événements? C'est-à-dire, est-ce que ça fait produire une immunité qui soit suffisante et qui soit protectrice? Bon, là aussi, on le sait, ça fait partie des multiples interrogations et des multiples questions qui ne sont pas encore résolues au jour d'aujourd'hui. Donc, on peut résumer en disant que l'enfant, il est aussi susceptible au Covid-19 que les adultes, c'est-à-dire qu'il peut s'infecter, lui aussi, oui. Que les manifestations cliniques et l'évolution, on le démontre tous les jours, sont nettement plus favorables que chez l'adulte, que si on prend une tranche d'âge qui est un peu plus à risque, on va aller prendre les tout petits enfants, moins de 2 ans, et que les cas critiques en tous les cas se retrouvent dans cette catégorie de moins de 2 ans, à l'exception de la MIPS, et puis que sur le plan de la symptomatologie, eh bien, on n'a pas encore tout décrit et qu'il y a autant de formes cliniques que de cas de Covid chez l'enfant. Il peut y avoir une expression clinique très différente. Alors juste pour vous présenter l'algorithme qu'on a fait au départ et qui a été donc remis sur l'instruction du ministère de la Santé pour aider les pédiatres à faire le diagnostic. Alors vous voyez qu'on part, quels que soient les symptômes de départ, qu'on dit c'est un enfant qui est susceptible d'être Covid, surtout si on est comme actuellement dans une période de circulation très intense du virus, eh bien on va faire un examen clinique simple en évaluant la fonction respiratoire, la SpO2. On va ou faire ou ne pas faire selon la disponibilité des tests diagnostiques en fonction de la symptomatologie, en fonction, si je me mets dans la situation où l'examen clinique est strictement normal, où par exemple je n'ai pas de contact particulier, où je n'ai rien, je ne vais pas aller faire une PCR, je vais simplement surveiller l'enfant, le traiter comme une infection respiratoire aiguë haute avec les moyens habituels qu'on connaît, les antipyrétiques et puis c'est tout. Par contre, si j'ai des symptômes qui sont des symptômes respiratoires avec un tableau de pneumonie, ou si j'ai présence de facteurs de risque, de facteurs de vulnérabilité, ou s'il y a des signes de gravité qui sont présents, alors, dans ces cas-là, on va essayer autant que faire se peut de confirmer le diagnostic par un outil. On le sait très bien, on n'a pas accès à la PCR, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais maintenant, on a un nouvel outil qui arrive, c'est la présence de l'antigène viral au niveau des sécrétions nasopharyngées, donc avec un prélèvement nasopharyngé. Ça peut nous faciliter finalement, parce qu'on a été très frustrés de ne pas pouvoir confirmer ces formes-là, il faut le dire, en pédiatrie. Bon, on a dit c'est pas grave, on ne va pas faire de test, mais il n'empêche que ça permet d'amputer un petit peu la vision des choses. Avec l'antigène viral, peut-être qu'on pourra faire les choses de façon plus précise. Donc à chaque fois que les symptômes sont suffisamment préoccupants, à chaque fois que ces symptômes ne répondent pas à un diagnostic habituel en pédiatrie, il faudra faire la confirmation par un test diagnostic PCR ou antigène viral. Et selon la gravité,
soit traiter en ambulatoire, soit hospitaliser l'enfant dans une unité Covid et appliquer le traitement qui est pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, encore en vigueur, avec la possibilité de faire rapidement la sortie de l'enfant si l'évolution est favorable ou éventuellement d'avoir une évolution plus défavorable et donc une évolution vers une aggravation de la situation. Alors il faut toujours s'interroger sur les facteurs de vulnérabilité parce que c'est ça qui va faire la différence entre un enfant qui n'a aucune vulnérabilité et un enfant qui est connu comme étant vulnérable. Alors on le sait maintenant, c'est décrit, les enfants qui ont une hémopathie maligne, les enfants qui ont un déficit immunitaire, qu'il soit primitif, qu'il soit acquis, les enfants qui ont une maladie chronique, hépatopathie, maladie cardiaque, sont des enfants à risque plus important de faire une infection au Covid que les autres enfants. Le jeune âge aussi constitue un facteur de risque très important. Alors dans le contexte de cette pandémie, en pédiatrie, on n'a pas la même attitude que chez les adultes. Et en matière d'imagerie, par exemple, on considère que chez les enfants qui sont peu symptomatiques ou asymptomatiques ou qui ont une forme légère, on ne va absolument pas faire de radiographie systématique et encore moins de TDM. Pratiquement, la TDM n'a pas de place, elle n'a une place que dans les situations les plus sévères s'il y a une aggravation secondaire où on va aller faire à ce moment-là une TDM. Dans l'immense majorité des cas, on fera une imagerie seulement s'il y a une aggravation clinique secondaire et si, par exemple, on a une dégradation de l'état de l'enfant de façon importante. Donc voilà, les recommandations pédiatriques, c'est clair, le scanner ne doit pas être fait chez un enfant en première intention qui a un risque de Covid. Donc si on résume dans tout ce tableau, c'est que les formes de pédiatrie de la maladie sont le plus souvent familiales, modérées, donc elle est contaminée par la famille, elles sont relativement soit modérées, soit asymptomatiques, qu'on estime que la transmission liée à l'enfant est faible, que les cas graves sont rares à l'exception de cette entité qui finalement évolue bien sous traitement puisqu'il n'y a quasiment pas de mortalité, et enfin que certaines populations vulnérables nécessitent une vigilance particulière, surtout les enfants immunodéprimés. Alors quelques mots pour finir avec ce qui s'est passé donc, au moment le plus fort de la pandémie, c'est tous les pays dans le monde entier qui ont fermé les écoles. C'était pratiquement en avril, c'est pas représenté ici, on devrait avoir une carte tout complètement fermée, puisque c'était le cas vers la fin du mois de mars, dans tous les pays, il y avait donc pratiquement 1,570 milliard d'enfants qui étaient touchés, et de jeunes scolarisés, donc qui ont été déscolarisés, c'est-à-dire près de 90% de la population mondiale, étudiante mondiale. Et ensuite, ces fermetures se sont succédées pratiquement très très rapidement pour essayer d'enrayer la transmission de la Covid. Et puis finalement, d'autres pays ont choisi d'autres modèles. On connaît plusieurs pays européens qui n'ont pas fermé du tout les écoles et qui n'ont pas eu plus de cas de contamination que ceux qui avaient fermé leurs écoles. Donc avant de commencer à discuter de ce problème, il faut rappeler une chose, c'est que l'éducation, c'est un droit fondamental. C'est un vecteur de développement et c'est un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté. Donc si on prive des enfants de scolarité, si on les met dans des situations de décrochage scolaire, de privation d'apprentissage, si cette privation, elle dure des mois, comme ça a été le cas, voire plus longtemps encore, ce sont des choses qu'on ne peut pas rattraper. Et on considère que l'éducation constitue le premier facteur d'égalité des chances. Tous les organismes qui s'occupent d'éducation sont unanimes là-dessus et ont rapidement appelé les pays à réouvrir les écoles. Alors on le sait, l'impact, on a toujours pour habitude de dire la Covid chez l'enfant c'est pas méchant, c'est pas grave, etc. Mais l'impact sur le plan de l'apprentissage et sur le plan des effets, on va dire, collatéraux, ils sont vraiment très très importants. Anxiété, dépression, on a vu des enfants hyperexcitables, voire hyperactifs, avec un mauvais cycle sommeil, repos, activité physique, une mauvaise alimentation, des parents qui sont presque aussi excités que leurs enfants, puisque très souvent, du fait d'être obligés de faire la garde des enfants, ils n'ont pas pu faire leur travail. Et puis, donc, tous ces problèmes
ont été aggravées, particulièrement dans les pays à faible niveau socio-économique, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de faire l'enseignement à la maison sur une tablette, etc. Alors, à partir de tout ce qui a été dit dans la littérature, sur tout ce qu'on vient de dire, que les enfants ne sont pas les moteurs de l'épidémie, que l'ouverture des écoles, des jardins d'enfants ont un impact très faible sur le tableau d'ensemble, d'abord du nombre de cas, et aucun impact sur la mortalité globale. C'est-à-dire que si on regarde la mortalité globale par Covid, qu'on ait des écoles ouvertes ou fermées, ça ne change rien du tout. Et ensuite, donc, tout ceci a fait que la plupart des pays ont opté pour la réouverture des écoles pour pouvoir remettre un peu les enfants dans un schéma d'apprentissage. Et cette réouverture des écoles, dans de nombreux pays, n'a pas été associée à une augmentation significative de la transmission en population. Alors bien sûr, le timing, il est important. Si on décide de faire la réouverture des écoles au moment où on est dans le pic épidémique, bien entendu qu'on va avoir des cas dans les écoles et qu'on va avoir des contaminations, parce que l'école, elle est dans la communauté. Il y a d'abord la communauté, ensuite dans la communauté il y a l'école, après dans l'école il y a la classe, après dans la classe il y a l'enseignant, etc., etc. Donc l'enseignant, il est dans la communauté et c'est normal que les choses se fassent. Il aurait été peut-être plus judicieux de faire une rentrée scolaire fin août, début septembre, et ensuite de voir un petit peu les choses. Mais bon, c'est pas toujours facile, bien sûr, on le sait, c'est très, très difficile. Alors, la reprise des écoles, elle est basée sur un principe intangible. Ça a été fait avec les différents ministères. La reprise, elle est basée sur le fait qu'il faut appliquer le pacte Covid-19. Si on n'applique pas, bien sûr, on va au-devant de catastrophes. La distanciation, le port du masque, obligatoire pour tout le personnel et le staff de l'école. Et également chez l'enfant, dès l'âge de 6 ans. Rappelez-vous, on a hésité au début, on a commencé par dire 12 ans, et puis finalement on a dit 6 ans, et on s'aperçoit que oui, les enfants sont capables de porter un masque au-delà de l'âge de 6 ans, lorsqu'on a pris la peine de bien leur expliquer. L'hygiène des mains, l'aération des locaux, c'est très important, et le nettoyage des surfaces. Donc tout ça, c'est le pacte Covid, il doit être appliqué dans son ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait s'il se passe des choses? Eh bien, si l'enseignant, par exemple, on a un enseignant qui est Covid positif, eh bien, il doit se déclarer immédiatement au chef d'établissement. Il doit, bien sûr, aller se faire traiter, son traitement qu'il soit ambulatoire ou hospitalier, et il doit être en éviction ou en isolement pendant toute la durée du traitement, et 14 jours après la durée, c'est l'instruction ministérielle. Il faut faire l'identification et les sujets contacts autour de lui, parmi le personnel de l'école, mais on considère que si lui était masqué, si les enfants sont masqués, eh bien les enfants ne constituent pas un groupe à haut risque et que donc ils ne sont pas sujets de contact. Et puis on autorise la reprise de cet enseignant dès qu'il a dépassé le délai de l'isolement et qu'il est asymptomatique. On ne doit pas exiger de lui ni une PCR, ni une sérologie, ni un antigène viral, parce que ça va rajouter de la confusion dans l'évaluation. S'il est contact et qu'il est asymptomatique, c'est la même règle qui s'applique. Il doit être en isolement au minimum de 14 jours et il ne doit reprendre l'enseignement que s'il est totalement asymptomatique, là encore, sans lui faire obligation d'apporter la preuve de quoi que ce soit, puisqu'il a été en isolement pendant 14 jours. Si maintenant il a des symptômes, il ne sait pas encore ce qu'il a, eh bien il faut partir du principe de précaution. C'est ce que dit l'OMS. Si vous êtes malade, restez chez vous. Il faut que les enseignants jouent le jeu et qu'ils soient raisonnables, bien entendu, jusqu'à ce qu'on ait la preuve, une fois qu'on a consulté, que non, on n'a pas de symptômes de Covid. Alors, dans ce schéma qui paraît quand même un peu lourd, parce que ça fait de l'isolement, on pourrait avoir une place très intéressante pour l'antigène viral qui pourrait nous aider à identifier, par exemple, chez cet enseignant malade, dès les premiers jours, s'il a un antigène viral négatif ou positif, chez celui qui est asymptomatique et qui a été en contact également, si on peut raccourcir la durée de l'isolement, au lieu de 14 jours, faire 8 jours, donc ça pourrait être un outil très important. Maintenant, si c'est l'enfant qui est Covid, c'est la même chose. Il ne doit pas venir à l'école, il doit se déclarer, il doit se traiter et il doit rester en isolement et éviction 14 jours. Et puis, identifier autour de lui les sujets contacts de la même façon. Il peut reprendre l'école dès qu'il est asymptomatique. Et ce qu'on voit actuellement, c'est une véritable cacophonie, parce qu'il y a des chefs d'établissement qui exigent une sérologie, une PCR et machin, alors que sur le plan administratif, sur le plan officiel, il n'y a aucune
règle qui a été énoncée. On n'a pas dit qu'il fallait avoir telle preuve ou telle preuve. Si l'enfant est asymptomatique, c'est la même chose. Il reste en isolement et il ne revient à l'école que s'il n'a pas de symptômes et qu'il a terminé son isolement. De la même façon, s'il a des symptômes, on ne sait pas ce que c'est, il doit d'abord aller se faire examiner, il ne doit pas venir à l'école avec des symptômes, et ce n'est qu'une fois qu'il a été examiné par son pédiatre qu'on est rassuré qu'à ce moment-là, il reprend. Et là encore, l'antigène viral il peut nous aider de façon très importante. Alors on a entendu, on a vu les gros articles de presse, 1000 écoles fermées, beaucoup d'enfants, d'enseignants contaminés, un pic, des gens qui appellent à la fermeture des écoles. Alors en vérité, la fermeture d'une classe est indiquée si on a plus de 3 élèves d'une même classe, mais ce n'est pas 3 élèves d'un même foyer, 3 élèves de familles différentes qui sont Covid dans un délai de moins de 7 jours. On va considérer que les élèves et les personnels de la classe sont considérés comme contacts à risque. Et ça devient un véritable cluster. Et à ce moment-là, on doit mettre toutes les personnes qui étaient dans cette classe en isolement. Ça veut dire qu'on va fermer la classe, mais seulement la classe. Pendant 14 jours, là aussi, on pourra raccourcir ces délais éventuellement. Si on a un antigène viral négatif à 8 jours pour ne pas trop prolonger, et on fera la reprise s'il n'y a pas de symptômes Covid. La fermeture de l'école, par contre, elle sera indiquée si il y a un nouveau cas qui se déclare dans une autre classe. Et là, il faut être large. Dès lors qu'il y a un autre cas dans une autre classe, il faut fermer l'école et alors à ce moment-là, mettre en place le dispositif de désinfection de la classe. Ça va durer 15 jours, c'est tout le personnel qui va être en éviction et la réouverture ne sera envisagée qu'une fois que cette quatorzaine de tous les sujets suspects ou malades sera terminée. Donc voilà un petit peu ces notions-là. Tout ceci nécessite bien sûr d'abord de la coordination entre les différents intervenants. Ça veut dire le chef d'établissement, les enseignants, le ministère de l'Éducation nationale, la santé scolaire, le ministère de la Santé, les collectivités locales. Donc toute cette coordination n'est pas une mince affaire. Et puis ça nécessite d'informer et de sensibiliser les parents, les enseignants, les médecins de santé scolaire, mais aussi les médecins généralistes et les pédiatres, parce que c'est eux qui vont recevoir les questions des parents, qui vont dire qu'est-ce que je fais, on m'a demandé de faire ça, est-ce que je dois faire ça, etc. Et puis pendant tout cela, il faudra maintenir la continuité, le développement des services essentiels, en particulier ce dont on a parlé déjà dans la session précédente, la vaccination et les programmes de vaccination, de rattrapage, et je vous remercie. Pour ajouter un dernier mot, si jamais la situation devait s'aggraver et qu'on aille vers un confinement plus important, il n'est pas un corollaire automatique que les écoles doivent être fermées. On va rester sur la notion que les écoles doivent rester ouvertes parce qu'elles ne sont pas la cause de la dissémination ni du pic épidémique. Voilà, donc vous pouvez lire la conclusion qui s'affiche. Et on peut peut-être ouvrir la discussion. Merci, professeur Boukari, pour cette très belle revue de la littérature par rapport à cette affection au milieu pédiatrique. Donc, sans trop tarder, on va ouvrir le débat. J'aimerais bien, par rapport à cette affection chez les enfants, et les pédiatres, à chaque fois, ils insistent que l'enfant n'est pas un petit adulte. Eh bien, c'est vrai, les enfants constituent un groupe un peu spécifique qui nécessite une prise en charge particulière dans cette Covid. J'aimerais bien vous poser une petite question. Comment vous vous êtes situé, je parle de pédiatre algérien, par rapport à toutes ces données contradictoires relatives à la Covid de l'enfant? Professeur Smati ou professeur, parce qu'on a eu beaucoup de données, de résultats très contradictoires. C'est-à-dire comment on s'est situé par rapport aux enfants? Qu'est-ce qu'on a dit? En fin de compte, il y avait les Chinois, il y avait les Américains, les dernières études, donc c'est ça contredit un peu les résultats européens, surtout par rapport à la contagiosité. Oui, la contagiosité, au départ, on a impliqué l'enfant. On a cru que c'était comme les autres maladies, comme la grippe, etc. et tout, que c'était lui qui allait contaminer les adultes et les personnes vulnérables. On a été moins gênés par le fait, au départ, que les écoles étaient fermées et que les enfants étaient confinés.
Donc ça nous a posé moins de problèmes parce que les parents, ils ont tellement compris le confinement, ils ont tellement eu peur pour leur progéniture que les services d'urgence ont été désertés. Et des services qui avaient l'habitude en 24 heures d'avoir une centaine ou 150 patients, on s'est retrouvé avec 15-10 patients dans 24 Ça a touché heures. même les urgences médicales non Covid. Voilà, c'est ça. déserté. Tout à fait, ça a été donc ça. Et puis nous, ben oui, comme il a dit tout à l'heure, un collègue, quand on lui a dit on va parler des questions de ce qu'on sait sur le Covid, il a dit plutôt de ce que l'on ne sait pas sur le Covid. Puisqu'on a dit que c'était une maladie bénigne, et puis on découvrait une autre facette. On pensait que c'était tropisme respiratoire, puis on a découvert la CE2, puis après on a compris les autres manifestations qu'on pensait liées peut-être au terrain. Et puis même là, dans les complications qu'on a, notamment chez l'adulte, est-ce qu'il est mort du Covid ou avec le Covid? Ça aussi, c'est à décortiquer dans les chiffres qu'on a, la place de l'enfant. Donc c'est vrai qu'on a été moins gênés de ce point de vue-là. Puis je pense qu'il faut raison garder, suivre l'évolution, se fixer les priorités. La priorité d'un enfant, c'est d'être vacciné, d'être protégé contre les maladies graves et mortelles pour lesquelles on a un vaccin. Parce que cette maladie, on n'a pas de vaccin. Les autres, on a un vaccin. De prioriser la scolarité, parce qu'on ne pourra pas récupérer, et l'UNICEF est en train de dire que le Covid qui ne va pas peser lourd chez l'enfant risque de nous donner une génération perdue. L'UNICEF parle déjà d'une génération d'enfants perdus par les multiples facettes que les apprentissages à l'école vont générer. Donc je pense qu'il faut être prudent et puis attendre, wait and see, on va voir un petit peu comment ça va se poser. Mais pour nous, c'est-à-dire l'accès à des moyens de diagnostic, c'est ça qu'on réclame, parce que ça nous évitera moins d'interrogations. Si on a un accès à un examen PCR ou un antigène dont il faut situer maintenant la place exactement, puisque c'est abordable, c'est facile, etc., disponible, ben, ça va nous aider aussi à diminuer l'angoisse, la nôtre et celle des parents. Voilà, Eh bien, ça tombe bien, puisque vous avez un peu précipité la question par rapport à l'interpellation des biologistes par rapport au diagnostic. C'est vrai, ça a posé un grand problème, non pas par rapport aux enfants, mais surtout par rapport aux adultes. Mais je pense que ça a été déjà mentionné par le professeur Boukari, qu'il y a le marché algérien, je suppose qu'il va être inondé par ces tests antigéniques qui vont un peu bouleverser les données diagnostiques. Parce qu'en fin de compte, le test antigénique, vous le savez très bien, on ne perd plus ces durées de confinement de 14 jours, de 7 jours. Donc s'il y a contact, il ne faut pas faire le test dans les 48 heures, 3 jours. Donc il peut être confiné 3 jours, 4 jours. On fait le test le 4e, 5e jour, c'est négatif, il reprend le travail. Donc ça va. Et en plus de ça, je sais que ces tests, puisqu'ils sont nasopharyngés, c'est désagréable, que ce soit pour l'adulte et surtout pour l'enfant. Je pense qu'on ne va pas tarder à avoir les tests antigéniques salivaires. Et je pense que ça va quand même aider. Donc je rejoins aussi le professeur Boukari lorsqu'elle a parlé de ce syndrome Kawasaki-like, c'est un peu les formes compliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les formes compliquées ne surviennent qu'à partir du 7e, 8e jour. Et vous l'avez constaté que durant cette période, on a beaucoup de chance d'avoir une PCR négative, test antigénique négatif, et d'où l'intérêt de la sérologie. Donc il faut situer un peu les examens par rapport à la chronologie depuis le contact, infection, complication. Et le lien épidémiologique aussi. Il faut qu'on fasse une enquête. Un enfant, il va se contaminer où? En général, dans la famille. Et là, ça souffre un petit peu. On prend la personne qui est malade comme entité, il faut la mettre dans sa famille, il faut la mettre dans son contexte d'école et tout, et chercher s'il a des symptômes. S'il a été en contact avec quelqu'un qui est déjà Covid, ça facilite quand même, ça donne un raccourci quand même pour le diagnostic. Exactement, ça reste ce problème, puisque je suis immuno par rapport à pourquoi les enfants font des... Vous voyez qu'on reste dans l'hypothétique. Et dans l'hypothétique, vous le voyez très bien, on a parlé des réactions croisées, mais ce qu'il faut tirer de ces réactions croisées, c'est que ça ne croise pas avec les autres coronavirus. Ah oui. Parce que lorsque le coronavirus qui croise avec celui-là, c'est le SARS-CoV et le MERS. Et je suppose qu'on est très loin d'avoir une immunité contre ces deux infections. Donc ça croise avec les autres types de microbes. Le BCG, vous voyez, la dernière étude qui a été publiée par rapport au taux des anticorps
des sujets vaccinés contre l'aurore, et ce sont des anticorps anti-virus ourlien lorsqu'ils sont très élevés, et ça corrèle très très bien avec la prévention d'évolution vers les formes sévères. Donc on est toujours dans la recherche de... Et en plus de ça, les enfants, si vous le savez, puisqu'ils sont souvent vaccinés, et lorsqu'on vaccine, on pensait au début que la mémoire est spécifique de l'immunité adaptative, mais il y a des nouvelles notions, c'est qu'il y a la mémoire de l'immunité innée qui est établie par les monocytes. Et lorsqu'on parle de mémoire de l'immunité innée, donc il n'y a pas de spécificité. J'ai développé une mémoire contre tel virus, et lorsque je suis agressé par le Covid, par le SARS-CoV-2, je peux éventuellement résister. On reste toujours dans l'hypothétique, et je suppose que ce point, c'est quand même, on va avoir une étiologie multifactorielle. Donc par rapport aux écoles, je reviens au professeur Boukari, je rejoins entièrement ce qu'elle a dit, c'est vrai, blâmer toute une population, une génération, d'autant plus que les taux de mortalité n'ont pas montré de taux significatifs par rapport à la mortalité. Donc quel est le conseil très très simple qu'on peut donner à l'institution, à notre tutelle, par rapport à cette reprise des écoles? Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde dit. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous et comment les choses ont évolué. Si on regarde les pays qui n'ont jamais fermé, ils n'ont pas fermé les écoles. Ils ont fermé 15 jours, un mois au début de la pandémie. Et puis ensuite, ils ont réouvert. Et le constat, c'est qu'il n'y avait pas eu d'impact. Il y a d'autres pays qui ont fermé pendant longtemps. Puis ils ont ouvert et ils ont eu un pic. Mais non, ils étaient dans le pic communautaire. C'est pour ça que c'est important de situer dans la situation générale. Une chose est sûre, comme l'a souligné Mme Spati, on ne peut pas mettre tous ces enfants encore sous cloche. On les a mis sous cloche pendant 9 mois. On ne va pas refaire une nouvelle année scolaire encore sous cloche. Donc, on a des règles, on a établi des règles. Le protocole sanitaire a été fait par l'administration, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation sanitaire, de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Ils ont établi un plan, ils ont établi un programme sanitaire en essayant de faire en sorte que toutes les bonnes conditions dont on a parlé du pack Covid-19 soient réunies. Mais encore une fois, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire des parents. C'est l'affaire de la collectivité, c'est l'affaire vraiment de tout le monde. Et je pense qu'il faut tenir bon. Moi, je dis que même si on va vers un confinement plus important, il faudra quand même sauvegarder l'ouverture des écoles en respectant ces règles de distanciation, de port du masque et d'hygiène des mains. Et je pense qu'avec cela, on pourra aller au bout de cette situation sans mettre en péril encore l'apprentissage de nos enfants. Surtout qu'on ne sait pas combien va durer cette épidémie. Mais c'est ça, si on avait une date butoir, on va dire, on va fermer 3 mois. Mais ce qu'on a constaté, c'est que juste après la réouverture, il y a des pics. Donc il faut vivre avec. On est plus ou moins optimiste. Je suppose que cette deuxième vague, comme vous êtes en train de le constater, elle est vraiment très intense. Je suppose qu'elle va toucher quand même au moins le tiers de la population d'ici fin janvier. Avec l'arrivée du vaccin, Inch'Allah, ça va, on l'espère bien. Mais on ne peut ni prévoir ni prédire. Juste une petite question, puisque vous êtes dans le terrain, est-ce que vraiment on a eu des cas de ce syndrome Kawasaki-like en Algérie? On a entendu au début, il y a Sétif, maintenant, puis il y a eu des démentis, donc la réalité algérienne. Je pense que là, c'est un travail qui reste à faire. Bon, d'abord, il y a l'impression, parce que comme tu l'as dit, nous sommes de terrain, nous sommes dans les services et nous voyons ce qui se passe. C'est-à-dire que nous n'avons pas été du tout submergés. Mais alors là, pas du tout. Même pas préoccupés ou un peu... on était en état de vigilance. Tous les pédiatres étaient en état de vigilance. Tous les pédiatres connaissent la maladie de Kawasaki. Donc les gens étaient en état de vigilance. Je pense qu'on fera le bilan de la situation
On fera, je pense, un travail, il faut qu'on le fasse, de l'ensemble des services de pédiatrie pour savoir ce qu'il y a eu dans les services et combien de ces cas sévères, comme tu l'as dit, ça a été rapporté à Sétif, un nombre de cas, mais ça n'a pas été repris ailleurs. En tous les cas, par exemple, à Mustapha, on a eu quelques cas sévères, oui. Et les populations, c'est celles dont on a dit qu'elles étaient à risque. C'était des enfants qui étaient en oncologie pédiatrique et c'était des immunodéprimés. Et on a eu des cas de vascularite, dont un décès, on a eu des nourrissons. Mais je veux dire, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est ça. Ça se compte pas, c'est pas des dizaines, ni... donc je pense que, non, cette impression que l'enfant est relativement épargné, entre guillemets, peut toucher, ne fait pas des formes sévères et n'a pas des formes létales de la maladie, je pense que c'est une réalité. Après, maintenant, on est à combien? 9 mois? Presque 10 mois. Presque 10 mois. En 10 mois, si on discute avec l'ensemble des pédiatres, c'est ça qui va se dégager. Chacun des pédiatres va dire, moi, j'ai pas vu, oui, j'ai vu, on a eu quelques cas, mais on n'a pas eu... Et ce travail, j'espère qu'il va se faire pour savoir combien d'enfants, parce que malheureusement, au niveau du bulletin de l'Institut national de santé publique, qui émet les bulletins régulièrement avec les nombres de cas, on n'a pas d'idée, on ne sait pas combien d'enfants sont concernés par cette épidémie, ils ne sont pas comptabilisés. Pourquoi ils ne sont pas comptabilisés? Parce qu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Nous, quand ils viennent en pédiatrie, ils viennent parce qu'ils sont sujets de contact de leurs parents, donc on les voit, on les examine. On n'a pas accès à la PCR, on sait que la PCR c'est quelque chose de luxueux, donc on va le laisser aux malades pour la confirmation du diagnostic. Donc on va bien l'examiner, on va évaluer et on va isoler. Et de tout ce qu'on a vu, on en a vu probablement quelque chose comme 400, on n'a pas eu on n'a pas eu de cas d'hospitalisation, ou très peu, même pas une vingtaine de cas d'hospitalisation. Donc c'est quand même que ça correspond bien à une réalité de la chose, du terrain, quoi. Professeur Samati, d'autres choses à ajouter avant de clôturer la session? Non, je crois que c'est ça, on parle, mais il faut faire comme les pays développés. Vous avez vu le nombre d'articles qu'on a eu en 2020? C'est incroyable. On a fait ça, on n'a qu'à écrire et on n'a qu'à publier ce qu'on a eu comme données. Mais de toute façon, ça ne change rien à notre attitude. Parce qu'il y a des recommandations qui viennent de pays qui ont des dizaines de milliers de cas, des centaines de cas, qu'on applique au moins, au minimum, le PAC anti-Covid, c'est-à-dire la distanciation, le port du masque, l'hygiène des mains, tout ça, si déjà on arrive à le faire partout, on diminuera quand même la morbidité de cette maladie, déjà, et en attendant, de voir un petit peu l'évolution, comment elle va se faire. Eh bien, Inch'Allah, l'évolution va se faire dans un sens favorable. Inch'Allah. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.